Bonjour à tous. Alors, le plan pour la séance 5 sur la partie 1 de la publicité numérique. Alors, premièrement, on va parler un petit peu de statistiques. On va regarder quelques statistiques sur la publicité numérique. On va regarder qu'est-ce qui entre dans la catégorie publicité numérique. On va parler des notions clés qui vous seront utiles là, pour les prochaines séances. Et précisément, on va plutôt aborder le volet de la publicité display ainsi que de la publicité vidéo. On regarde les investissements publicitaires au Canada par type de médias, eh bien, on voit bien sûr que le numérique, en fait, entre 2016 et les prévisions pour la fin 2020, c'est vraiment finalement le média qui connaît la croissance la plus importante. Et en fait, quand on regarde spécifiquement à l'intérieur du numérique, eh bien, la portion mobile, eh bien, on estime en fait là, que d'ici 2020, ça va être plus de 76% de la publicité numérique qui finalement va être effectuée sur mobile. Donc, je pense que c'est vraiment le canal qui, dans le fond, d'un point de vue aussi consommateur, connaît une utilisation différente. Donc, ça fait plusieurs années que le mobile ça devient une extension de notre main. On l'a vu en fait dans la séance sur le marketing mobile. Et bien, d'un point de vue publicitaire aussi, eh bien les annonceurs, dans le fond, investissent de plus en plus sur ce canal-là qui est extrêmement utilisé là, par les consommateurs. Si on regarde les autres médias, en fait, on voit là, que la télé est relativement très stable, une petite augmentation, mais très, très légère, donc peut-être un peu plus due à la hausse, en fait, finalement de l'inflation. Bien sûr, on voit que tout ce qui est journaux, magazines, et bien dans ce cas-ci, les investissements sont en déclin. La radio relativement stable et tout le volet de l'affichage, encore une fois, une légère augmentation, mais peut-être un petit peu plus aussi due à l'inflation. Donc, en fait, la publicité numérique devrait représenter en fait plus de 53% des investissements publicitaires d'ici 2010. Donc, c'est vraiment le canal là, le média en fait qui connaît depuis plusieurs années la plus haute croissance, mais on va bientôt dépasser le cap là, du plus de 50% là, des investissements publicitaires vont être effectués vraiment sur ce canal-là. Donc ici, je vous montre un petit peu toute l'évolution entre 2008 et 2016, de l'investissement, mais plus au niveau du numérique pour l'ensemble des formats. Parce que quand on parle de publicité numérique, on peut acheter donc du mobile, on a tout le volet du SEM, donc l'achat de mots-clés, on a tout le volet du vidéo, on a tout le volet du display bannière et il y a d'autres éléments aussi comme des partenariats peut-être plus directs avec certains partenaires. Donc, il y a d'autres formats qui peuvent se retrouver dans autres. Alors, on peut voir là, que le mobile, bien sûr, connaît une très grande croissance. C'est peut-être le média ou finalement qui risque le plus d'augmenter ou est-ce qu'on sent vraiment finalement une augmentation plus marquée. Donc ici, quand on regarde pour l'année 2016, on voit versus 2015, donc on peut voir vraiment là, que le mobile est le format qui a connu la plus grande croissance, donc en 2016. Et on voit quand même là, que bon la bannière, ça joue environ, ça a diminué quand même en 2016. On voit que la vidéo est assez similaire, je dirais. Les autres formats, il y a une réduction, mais on voit quand même aussi que le search de son côté est encore très important. Par contre, on voit quand même que versus 2015, il y a quand même une tendance peut-être plus à la baisse. Dans ce cas-ci, c'est peut-être plus du search au niveau du desktop. Donc, dans le volet mobile, il y a du search qui rentre là-dedans. Donc, quand on regarde justement plus spécifiquement les formats mobiles, justement, le search, c'est environ 47% là, donc des investissements publicitaires qui sont faits au niveau du mobile, donc sur l'achat de mots-clés. 38%, c'est la bannière. Sinon, donc, on a 11% en vidéo, puis on a 4% pour d'autres formats de type mobile. Donc, on voit que le vidéo, par contre, versus 2015, au niveau des formats mobiles, a quand même eu une augmentation assez importante. La bannière, on est peut-être plus en déclin et le search, on est en augmentation sur le format vraiment mobile. Maintenant, qu'est-ce que c'est de la publicité? En fait, si on regarde un peu pour rentrer dans le domaine, dans le volet de la publicité numérique, eh bien, selon Wells, Burnett, Moriarty, la publicité, c'est une communication impersonnelle qui est payante d'un annonceur qui utilise un média de masse pour persuader ou influencer une audience.
Alors, est-ce qu'Internet est un média de masse? Donc, je vous pose la question. Je pense qu'il y a plusieurs façons peut-être de le voir. En fait, si on considère que masse égale une audience importante en termes de nombre, quand on fait une action spécifique, eh bien, dans ce cas-ci, je pense que Internet ne serait pas toujours un média de masse. Dépendamment de ce qu'on fait, en fait, des fois, on a des stratégies un petit peu de segmentation beaucoup plus restreintes. Donc, dans ce cas-ci, si on regarde la définition puis qu'on se dit que Internet, dans le fond, que quand on parle de médias de masse, ça veut dire égal une audience importante, et bien dans ce cas-ci, ce ne serait pas toujours le cas. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que si masse égale audience importante, c'est sûr que dans le fond, même les médias de masse aujourd'hui, c'est comme si ça n'existerait plus parce que avec le portrait du marché en fait d'aujourd'hui, il y a vraiment une fragmentation de l'audience qui est très importante. Il y a beaucoup plus de points de contact, ça devient le multi-écran, ça devient très difficile de capter l'attention de l'audience. Donc on n'est vraiment plus dans un marché comme on était autrefois. On est vraiment plus dans un marché où est-ce que vraiment l'audience est extrêmement fragmentée. Donc, dans ce cas-ci, c'est comme si on répondrait pas encore au fait que c'est comme s'il y en a, dans le fond, un média de masse, il y en aurait plus. Et si on dit que masse égale à une audience anonyme, dans ce cas-ci, par contre, Internet, bien sûr, va rentrer donc dans le fait que Internet est un média de masse. Personnellement, pour moi, je considère, dans le fond, tout le volet de la commercialisation numérique comme étant absolument un média de masse, donc parce que ça nous permet, en fait, de rejoindre vraiment le grand marché. C'est juste qu'il y a plusieurs stratégies pour vraiment s'adresser à la bonne personne au bon moment par le bon média. Donc, on est juste beaucoup plus sophistiqué dans les possibilités aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin au niveau de la publicité numérique, j'aimerais aborder avec vous quelques notions clés qui est super important de comprendre parce que ce sont des termes, en fait, qu'on va utiliser là, tout au long des prochaines séances. Donc, tout premièrement, qu'est-ce qu'une impression? Une impression, ça représente le nombre de fois que votre publicité va être affichée. Donc, dans ce cas-ci, c'est par exemple, aussitôt que la page va être téléchargée et que la publicité va avoir affiché, ça représente une impression. C'est important de ne pas confondre l'impression et, dans le fond, la vue réelle, donc dans ce cas-ci, la viewability. La viewability, dans ce cas-ci, ça représente, parmi l'ensemble des impressions, le pourcentage de fois qu'une annonce va vraiment avoir été affichée à l'écran, dans le fond, de l'utilisateur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si, par exemple, notre publicité apparaît dans le bas, finalement, de la page web, mais que l'utilisateur ne scrolle pas jusqu'en bas de la page, eh bien, ça va être considéré comme une impression. Mais pour vraiment, dans ce cas-ci, c'est certain que l'utilisateur n'aura pas été exposé, n'aura donc pas vu la publicité. Donc, pour vraiment avoir la vue complète sur le nombre de personnes véritablement exposées, il faut avoir des indices de viewability dans ce cas-ci, qui représentent alors le pourcentage de fois finalement qu'une annonce va avoir été réellement affichée sur l'écran de l'utilisateur.
Donc, une autre notion importante, c'est le clic. Dans ce cas-ci, c'est relativement simple. Donc, c'est lorsque l'internaute va vraiment cliquer sur l'annonce, et bien dans ce cas-ci, c'est un clic. On va souvent parler de taux de clic, donc qui est une métrique publicitaire qu'on regarde beaucoup. Dans ce cas-ci, c'est le click-through rate, CTR. Donc, on mesure cela en regardant le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions totales. Il y a le coût par clic aussi, qui est une notion qu'on va beaucoup parler. Donc, dans ce cas-ci, ça représente le coût pour générer finalement un clic. On va le mesurer en regardant le coût complet donc de la campagne divisé par le nombre de clics. Ensuite de ça, il y a le coût par mille, le CPM, donc cost per mile, qui représente le coût pour générer 1000 impressions. Et il y a aussi donc le volet de la conversion. La conversion, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une campagne à l'autre, d'un annonceur à l'autre, la conversion peut être différente parce qu'une conversion représente en fait une action qui va être prédéfinie à compléter, donc par exemple sur le site web. Donc une conversion, ça pourrait être de mettre un item dans un panier d'achat, ça pourrait être formulaire, ça pourrait être de débuter finalement une soumission, ça pourrait être de faire un achat en ligne, donc en fonction bien sûr des objectifs de campagne, des objectifs de l'organisation, eh bien on va identifier qu'est-ce qui pour nous représente une conversion. Puis ce sont des métriques qui deviennent importantes par la suite là, pour élaborer donc une campagne publicitaire sur le numérique. Et bien sûr le CPA, le coût par acquisition, le coût par action. Donc c'est une métrique aussi qu'on va suivre. Dans ce cas-ci, ça va représenter le coût total de la campagne divisé par le nombre de conversions en fonction bien sûr de qu'est-ce qui aura été identifié comme étant une conversion. Alors, juste pour revenir sur la viewability, pour être certaine que ce soit bien compris, en fait, vous voyez à gauche de la page, donc une page complète finalement que finalement, si on ne scrolle pas jusqu'en bas, eh bien, on ne verra pas donc la publicité que vous voyez là, dans le bas complètement de la page. Donc, dans ce cas-ci, eh bien, aussitôt que la page va être téléchargée, ça va bien sûr être considéré comme étant une impression. Donc, si on a acheté au coût par impression dans ce cas-ci, au coût par 1000 par exemple, eh bien, ça va faire partie finalement du coût, ça va avoir été finalement chargé en quelque sorte là, donc la publicité, on va avoir payé pour cette impression-là. Par contre, est-ce que la personne véritablement va avoir vu cette publicité-là? Des fois, la réponse est non, parce que c'est pas tout le monde qui va scroller jusqu'en bas de la page. C'est pour ça que c'est important d'aller de demander en fait d'avoir un petit peu les indices de viewability, donc le pourcentage de finalement d'impressions qui ont véritablement été exposées, je dirais, à l'écran de l'utilisateur, parce que c'est sûr que ça ne veut pas nécessairement dire que la personne, l'utilisateur va avoir été captif, va avoir regardé, va avoir porté attention à la publicité, mais au moins, on va savoir que la publicité va véritablement s'être affichée sur son écran d'ordinateur parce qu'il va avoir scrollé suffisamment pour que la publicité s'affiche. Donc, en règle générale, on peut demander aux fournisseurs médias, dans le fond, c'est un petit peu les taux de viewability. Donc, ce sont des mesures qui sont disponibles. Donc, vous pouvez demander, si vous faites des achats en direct, vous pouvez demander directement aux fournisseurs. Si vous passez par de l'achat en mode programmatique, on va en parler un petit peu plus tard dans la séance. Dans ce cas-ci, eh bien, vous pouvez, avec le trader, donc aussi avoir certaines vues sur le pourcentage finalement de viewability. Et je vous dirais que c'est quelque chose d'important à demander pour vraiment avoir cette vue-là. Donc, on va parler bien sûr au courant des prochaines séances ou même dans cette séance-ci de viewability. Alors, je voulais juste m'assurer que ce terme était clair et était bien compris.
Alors, un premier type de placement donc qui intègre et utilise donc différents formats de display, eh bien, c'est vraiment tout le volet des placements d'impact. Les placements d'impact, ce sont des formats qui vont vraiment venir travailler davantage en amont de la conversion. Ils vont vraiment venir permettre plutôt d'augmenter la notoriété, de favoriser l'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment un placement d'impact pour être très précise? C'est vraiment de l'affichage sur des sites de type plus premium, donc à très grande portée. Je vous donne quelques exemples. Météo Média peut être un type de site où est-ce qu'on peut effectuer des placements d'impact. La Presse Plus, donc ce sont un peu ce genre de sites, des fois des portails d'information, donc qui vraiment au quotidien vont venir générer une portée donc très très élevée. Et donc, ce sont donc des sites qu'on appelle un petit peu plus premium. Alors, lorsque l'on fait des achats d'impact, donc on peut, en règle générale, on peut soit passer via de l'achat direct ou via de l'achat en programmatique. Si on passe en programmatique, eh bien, plus souvent, on va passer par de la programmatique directe, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, souvent, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on vend pas en direct hors programmatique. Donc, c'est ce qui se retrouve donc dans la programmatique directe, soit avec inventaire garanti ou sans inventaire garanti. Donc, ce sont deux façons, deux modes d'achat qui peuvent être effectués pour des placements d'impact. Et quand on passe peut-être plus en achat direct, justement, sans programmatique, eh bien, des fois, il y a des situations où est-ce qu'on va vraiment avoir besoin de passer en mode direct. Je vous donne un exemple. On veut faire un placement, par exemple, sur Météo Média et on veut s'assurer que le placement puisque dans le fond, il y a peut-être une approche créative reliée un peu à la météo, reliée au froid, par exemple, eh bien, on veut s'assurer, par exemple, que notre placement va être, on peut sélectionner à la dernière minute, 24 heures à l'avance, par exemple, les journées d'impact, et parce qu'on veut s'arrimer vraiment à la température, donc on veut que ce soit des grands froids, on veut que ce soit des tempêtes de neige, par exemple, eh bien, dans ce cas-ci, c'est sûr que la programmatique ne sera peut-être pas un mode d'achat privilégié, on va vouloir vraiment transiger en direct avec, par exemple, Météo Média pour vraiment s'assurer que on puisse à la dernière minute déterminer c'est quoi la journée où est-ce qu'on veut avoir notre impact. Alors souvent, bien justement, ce sont des achats qui vont s'effectuer sur une journée entière. On achète donc au CPM. Fait que c'est un petit peu le mode d'achat là peut-être qui est le plus populaire, je vous dirais, pour ce genre de placement-là. Alors, au niveau des formats publicitaires pour les placements d'impact, je vous dirais les plus utilisés, ça va être soit le billboard. Un billboard, ça peut être un billboard vidéo, un billboard statique. Il y a l'interstitiel, qui a des dimensions variables, des expendables, de l'habillage, des conto box. Mais je vous dirais que je vous en donne juste quelques-uns, juste pour que vous ayez un petit peu en tête qu'est-ce qu'un placement d'impact, qu'est-ce que ça peut représenter. Mais il y en a, en termes de format, il y a énormément de possibilités. Donc, il y a beaucoup plus que ces formats-là là, qui existent pour, dans le fond, venir travailler de l'impact. Pour vous montrer visuellement un peu ce à quoi un billboard peut ressembler, eh bien, je vous montre ici là, sur le site de Ricardo. C'est vraiment un format haute page qui, dans le fond, va venir proposer une publicité. Dans ce cas-ci, c'est sûr qu'en termes on parlait de viewability au début de la séance, eh bien, c'est sûr que souvent, l'avantage, je vous dirais, là, justement d'un placement d'impact et du billboard, en fait, c'est vraiment que c'est toujours dans le haut de la page ou bien souvent ça va être dans le haut de la page. Donc c'est sûr qu'en termes de viewability, eh bien on peut venir maximiser la viewability parce que instantanément l'utilisateur n'a pas besoin de scroller plus bas pour vraiment voir ou être exposé à la publicité. Donc instantanément sur le téléchargement de la page, eh bien la publicité va être dans le haut, donc très visible. Donc je mets ici un exemple, là, c'est Sunrise sur le site de Ricardo. C'est dans ce cas-ci, c'est plus c'est pas statique parce qu'on peut cliquer puis dans le fond c'est un peu interactif. Fait que c'est sûr que d'un point de vue là sur ce type de format-là, eh bien oui, on peut utiliser de la vidéo, on peut utiliser du HTML5 bien souvent, donc on peut quand même avoir une certaine créativité média comme dans ce cas-ci avec Sunrise, ou on peut vraiment avoir des formats aussi complètement statiques. Alors, un autre type de format d'impact, dans ce cas-ci, c'est un format d'impact
davantage parce que c'est un format un petit peu plus enrichi. C'est le volet, en fait, Expandable Video. Dans ce cas-ci, ça prend par exemple la forme d'un big box. Ça pourrait prendre la forme d'un double big box aussi. Et en fait, quand l'utilisateur, dans le fond, met sa souris sur la bannière en question, eh bien, celle-ci va s'ouvrir. Et là, c'est un exemple d'une vidéo là, sur Whistler, en fait. Et il y a vraiment là, donc la vidéo, un message, dans le fond, qui apparaît via un contenu vidéo. Dans la catégorie des formats d'impact, on retrouve aussi le pop-up vidéo. Donc, des fois, c'est un format un petit peu plus intrusif. Il est très visible. On le voit souvent là, lorsqu'on écoute en fait une vidéo, par exemple. Ça peut être sur YouTube. Et dans le bas de l'écran, il y a dans ce cas-ci une annonce qui va apparaître donc par-dessus un petit peu le bas de la vidéo. Donc, c'est un format qui fonctionne bien parce que c'est très visible, mais c'est sûr que d'un point de vue expérience utilisateur, des fois, c'est un petit peu fatigant, là, ça peut être dérangeant, en fait, de voir ce type de format-là. Un autre type de format qui est très intrusif, en fait, c'est l'interstitiel. L'interstitiel, qu'est-ce que c'est? En fait, quand on navigue sur une page, eh bien, c'est un type de format qui va apparaître là, par-dessus l'écran. Donc, c'est très visible. C'est sûr que d'un point de vue, pour vraiment capter l'attention, eh bien, l'utilisateur n'a pas le choix. L'utilisateur est exposé, voit véritablement cette bannière-là. Quand on utilise, en fait, ce type de format-là, un élément qui est très important, c'est de s'assurer de mettre un X ou une façon, en fait, pour que l'utilisateur puisse fermer la publicité lorsque, dans le fond, au moment où est-ce qu'il lui convient. Sinon, il y a des bannières plus extensibles, dans le fond. Donc, dans ce cas-ci, c'est comme vous voyez, quand la personne va venir ouvrir la bannière, eh bien là, ça va vraiment prendre beaucoup de place dans la page. Donc, c'est vraiment un expandable dans ce cas-ci. Fait que ça aussi, c'est des formats un petit peu plus d'impact, donc qui peuvent être où est-ce qu'on peut utiliser aussi du vidéo, du média riche, donc ça peut être très pertinent. Et il y a l'habillage aussi, donc ça, sûrement que vous en avez vu souvent en naviguant sur justement des sites, des portails ou des sites à grande portée. Donc finalement, dans ce cas-ci, c'est un exemple d'habillage donc de McDonald's. Donc, fait que ça peut être super intéressant une journée entière. Donc vraiment, c'est très efficace. Tu sais, souvent, on n'a même pas besoin de mettre de call to action spécifique parce que l'habillage en soi, son rôle, c'est de travailler de la notoriété. Souvent, il est accompagné d'un big box. Là, vous le voyez, il y en a un dans ce cas-ci. On peut mettre un call to action là, quand même, mais vraiment, il faut juste savoir que le rôle de ce genre de placement-là, c'est beaucoup plus de travailler en amont. Donc, souvent, ce qui est intéressant en termes de mesures, c'est vraiment plus de regarder tout le volet du post-impression. Donc, vraiment, le nombre de conversions, donc dépendamment de qu'est-ce qu'on cherche à effectuer, mais surtout quand on est vraiment dans du en ligne, là, donc le nombre de conversions en ligne suivant une exposition, pas un clic, rien, pas du post-clic, dans ce cas-ci, on est vraiment plus en impression, donc via une exposition à un média de grande portée comme ça. Et il y a un format aussi qui est super intéressant, c'est un compte au box. Donc, un compte au box, en fait, il va être, c'est une bannière assez classique. Donc, dans ce cas-ci, ça serait un gratte-ciel, par exemple, ou un double big box, ça pourrait être aussi. Et finalement, quand les gens vont cliquer donc sur ça, eh bien, ça va s'ouvrir et là, on va avoir vraiment une expérience immersive. Alors, ça peut être super intéressant pour vraiment venir créer un engagement. On va le voir dans la séance des médias sociaux, ça peut ressembler un petit peu à des formats Canva que vous avez sûrement déjà vu sur Facebook. On va en parler dans la séance sur les médias sociaux. Mais bref, c'est un format qui existe, le compte au box. Donc, on peut passer via, finalement, il y a certaines visibilités. Donc, sur différents sites où est-ce qu'on peut apparaître. Donc, finalement, que l'organisation a avec des ententes, là, finalement, via des réseaux publicitaires. Donc, dans ce cas-ci, eh bien, c'était vraiment un format immersif. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour vraiment créer de l'engagement, de la notoriété. Donc, venir faire en sorte que les gens vivent une expérience immersive.
Donc, on va maintenant parler des placements de display un petit peu plus standards. Donc, l'utilisation de publicité display de type, par exemple, bannière ou rich media qui sont davantage destinés donc à faire connaître la marque ou à encourager des clics. Donc, du display standard, en fait, ce sont vraiment les formats très classiques que vous pouvez voir lorsque vous naviguez sur différents sites web. Le display peut venir jouer un double rôle. Donc, souvent, on va l'utiliser plus pour donc générer peut-être un petit peu plus de la notoriété, donc encourager un petit peu plus à faire connaître la marque, par exemple, ou on peut aussi l'utiliser plus en média d'action. Donc, souvent, ça va dépendre un petit peu de où est-ce qu'on se retrouve dans le funnel. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise le display? C'est quoi son rôle dans la stratégie média globale? Donc, on peut peut-être par rapport au mode de ciblage, quand on est plus sur des ciblages un petit peu plus larges, plus par exemple démographique, plus du in-market, donc contextuel ou quoi que ce soit, on est un petit peu plus haut dans le funnel. Et bien dans ce cas-ci, ben, c'est certain que peut-être que le display peut devenir un petit peu plus un aide à la conversion. Donc peut-être pas un média qui va maximiser un petit peu des conversions post-clic, mais davantage du post-impression. Et si par contre on est vraiment plus dans des ciblages, donc du reciblage dans ce cas-ci, donc des gens qui ont peut-être visité une page sur notre site web, qui ont débuté une transaction mais qui ne l'ont pas complétée, et bien dans ce cas-ci, on peut davantage aller chercher le display et l'exploiter plus pour favoriser de la conversion. Fait que c'est un petit peu ça va vraiment dépendre, ça a un double rôle en fait, il faut vraiment le voir de cette façon-là, et ça dépend vraiment de quelle façon est-ce qu'on l'a utilisé dans le cadre de notre stratégie média. Alors, quelques exemples, une bannière peut-être en rich media achetée en impression. Dans ce cas-ci, en CPM, va vraiment plus venir travailler le volet de la notoriété, de la considération. Mais si je suis plus sur une bannière en format, donc peut-être plus standard, des fois même des formats fixes, puis que je l'achète plus en CPA, c'est l'optimisation que j'en fais, eh bien dans ce cas-ci, je vais peut-être plus travailler, peut-être que ma bannière va plus jouer un rôle d'action. Alors, pour pouvoir être hébergé, une publicité doit vraiment venir obéir à plusieurs standards, en fait, qui respectent justement les normes IAB. Donc, les standards peuvent être relatifs plus au niveau du volume. Donc, par exemple, si la publicité elle est trop lente à télécharger, bien, c'est sûr que ça va venir alourdir tout le téléchargement du site qui l'héberge. Alors, en général, là, ce volume-là ne doit pas dépasser 40 KO. C'est des normes aussi au niveau de la taille. Donc, c'est sûr que ça doit coïncider avec les limites spécifiées par l'éditeur du site. Donc, pour rendre ça un petit peu plus simple, les éditeurs vont, de leur côté, positionner des espaces publicitaires disponibles qui vont être selon les normes de l'IAB. Et donc, d'un point de vue annonceur, eh bien, on se doit de créer donc des publicités qui sont dans les normes IAB, dans les tailles donc spécifiques à l'IAB. C'est des formats aussi au niveau de l'informatique pour être compatibles et donc lus par l'ensemble des utilisateurs. Et quand on utilise donc plus une technologie DHTML ou vidéo, eh bien, il y a des normes qui sont plutôt reliées à la durée. Donc, je vous invite à consulter le site web de l'IAB pour donc vraiment venir regarder un petit peu l'ensemble des normes relatives donc au display un petit peu plus standard. Donc, au niveau des formats publicitaires, on parlait tout à l'heure, c'est important de respecter les formats. Eh bien, les formats les plus utilisés, que ce soit pour le desktop, dans le fond, le laptop ou bien la tablette, dans ce cas-ci, on a vraiment tout le format leaderboard ou bien le super bannière. On a le format big box ou Lilo, donc le 300 par 250. On a le format de gratte-ciel qui est le 160 par 600 pixels. Et on a le format double Lilo aussi qui maintenant est davantage justement un format standard, donc qui est du 300 par 600. Alors, ce sont un petit peu les formats qu'on retrouve peut-être le plus souvent, les formats les plus classiques, le reliés soit au desktop ou bien laptop ou tablette. Au niveau donc du mobile, on peut utiliser soit les formats fixes. Donc les formats fixes, c'est ce qui reste toujours positionné dans le bas. Donc l'annonce est toujours présente même si on scrolle dans le fond la page. On peut soit utiliser le 300 par 50 pixels ou il y a le format HD là, qui est plus du 600 par 100 pixels. Et sinon, il y a les formats plus in-page, les formats donc à l'intérieur finalement de la page. C'est un format mobile, donc 300 par 100 pixels ou encore une fois le format plus HD qui est 600 par 200 pixels.
Alors ici, un petit point de réflexion. Si jamais vous faites une campagne, vous utilisez donc plusieurs formats, par exemple du Big Box, Super Bannière, Gratte-Ciel. Vous créez en fait vraiment des publicités dans plein de formats mobile aussi. Et que là, vous analysez un peu votre performance, puis vous vous rendez compte que même en post-impression ou en post-clic, eh bien, c'est comme si, par exemple, le format Super Bannière, il performe jamais. En fait, si on peut se poser la question, est-ce qu'on devrait dans ce cas-ci retirer ce format-là et uniquement acheter spécifiquement donc les formats qui fonctionnent. Donc, mettons que le format qui fonctionne le plus, c'est le Big Box, puis donc le gratte-ciel, et bien, puis le mobile, un des formats, le 300 par 200. Est-ce qu'on devrait uniquement créer donc dans ces formats-là? En fait, d'un point de vue ROI, ça peut être très intéressant parce que c'est sûr que de venir créer dans l'ensemble des formats, même si souvent ça peut être des déclinaisons, ça peut devenir quand même très coûteux, surtout si on utilise différentes techniques, par exemple du HTML5 qui est plus coûteux. Par contre, peut-être l'élément qu'il faut quand même garder en tête et se dire, c'est que c'est sûr que pour venir vraiment maximiser notre portée puis venir rejoindre en fait notre audience la plus qualifiée, eh bien souvent on est mieux quand même de produire au minimum dans les formats de base parce que sinon c'est sûr que l'inventaire disponible sur les sites des fois elle est restreinte, donc pour vraiment aller chercher notre audience qualifiée pour pas se limiter en fait sur les espaces publicitaires ou apparaître parce que justement on n'a pas ces formats-là. Des fois on est mieux quand même de produire au moins dans plusieurs des formats standards. Par contre, c'est sûr qu'on se doit de regarder aussi le ratio création média, donc de créer dans l'ensemble de ces formats-là, eh bien, c'est sûr que ça peut être coûteux. Vraiment, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de trouver la balance entre le ROI et en réalité, autant le ratio création média va jouer sur le ROI que aussi apparaître sur les bons environnements auprès des bonnes audiences, ça va aussi jouer sur le ROI. Donc, des fois, peut-être un petit truc quand vous êtes plus en reciblage. Donc, peut-être que pour ces créatifs-là, vous pourriez uniquement utiliser des formats fixes. Donc, utiliser aucun HTML5, par exemple. C'est beaucoup moins coûteux à produire. Et que lorsque vous êtes plus pour les créatifs qui s'utilisent ou s'exploitent davantage en notoriété, dans ce cas-ci, par exemple, où est-ce que leur rôle, c'est vraiment de venir faire connaître le produit, ben là, dans ce cas-ci, peut-être vous pourriez utiliser plus le HTML5, mais ça peut être une façon, en fait, de peut-être venir un petit peu sauver des coûts, mais en s'assurant quand même d'exploiter au maximum tout l'inventaire disponible pour vraiment venir rejoindre les bonnes audiences. Donc, ça m'amène à vous parler des formats techniques. Donc, il y a différents formats techniques relatifs plus à la publicité display. Il y a tout le volet du GIF animé, le flash, le vidéo, il y a le rich media, puis il y a le HTML5. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui les caractérise. Un autre format, c'est le flash. Donc, c'est un format vectoriel. Donc, plutôt que de concevoir vraiment toutes les images finalement intermédiaires d'une animation, et bien dans ce cas-ci, on va venir vraiment créer l'image avec le point de départ et le point d'arrivée. Donc, ça permet certainement des animations beaucoup plus fluides. C'est un format de programmation donc à part entière. Ça permet vraiment des fonctions, une interaction aussi avec le consommateur. Puis, ça permet beaucoup de possibilités créatives. Donc, c'est un format qui est assez simple à concevoir où est-ce qu'on peut vraiment faire un peu pas n'importe quoi, mais il y a plusieurs avenues créatives qui sont possibles.
Je vous dirais qu'un des principaux inconvénients, et ce pourquoi on le retrouve de moins en moins accepté, en fait, sur plusieurs environnements d'éditeurs, eh bien, c'est des problèmes de compatibilité. Donc, pour pouvoir lire un flash par un internaute, un consommateur a besoin d'installer un plugin. C'est un mini-programme qui s'ajoute au navigateur puis qui permet de lire les formats non standards. Donc, c'est un format qui encore est compatible en desktop, laptop et tablette, mais c'est vraiment justement de moins en moins accepté par les serveurs publicitaires, par les éditeurs, parce que justement, avec tout le volet du responsive, avec la venue du HTML5 dont je vais vous parler, eh bien, on n'en voit pratiquement plus. Je vous dirais, là, des flashs, en règle générale, on produit plus du tout dans ce format-là. Parce que sur mobile, eh bien, ça fonctionne pas bien souvent. Puis, c'est bloqué aussi donc par les adblocks. Puis, il n'y a aucun référencement là, qui est permis dans le flash parce que c'est pas du code. Dans ce cas-ci, c'est vraiment plus une animation, c'est de l'image uniquement. Alors, un autre format, c'est la vidéo. Donc, la vidéo traditionnelle, c'est un contenu qui est souvent très volumineux, qui nécessite un fort débit. Il y a la technologie donc du streaming qui vient permettre un petit peu de pallier à cette problématique-là. Qu'est-ce que c'est le streaming? C'est en fait, ça vient découper un petit peu la vidéo en petits morceaux, puis ça les envoie au fur et à mesure, de façon à ce que vraiment l'internaute puisse les lire d'une manière un petit peu plus fluide. Il lit une partie pendant que la suite, dans le fond, est téléchargée. Donc, tout ça, ça permet vraiment une meilleure fluidité d'animation possible. C'est sûr que la vidéo, donc, c'est un format qui est très intéressant, surtout quand on travaille peut-être plus des formats d'impact ou quand on travaille donc vraiment, puis on va le voir tout à l'heure dans la section plus de la vidéo, lorsque l'on fait vraiment des vidéos plus pour venir travailler de la notoriété, de la considération, donc que ce soit sur YouTube, sur Facebook, via donc de l'achat de programmatique, par exemple. Par contre, c'est sûr que ça demande quand même des budgets de production plus élevés. Donc, la vidéo, c'est quand même assez dispendieux. Souvent, c'est presque identique finalement à un tournage télé. Fait que c'est sûr que des fois, le ROI, on peut se poser la question, ça prend quand même un bon budget média pour venir soutenir finalement le budget de production. L'animatique vidéo, c'est quand même une avenue qui est intéressante, donc on peut exploiter et qui est moins coûteuse quand même que justement de faire vraiment un tournage. Je vous dirais que malgré le streaming, il y a quand même certaines connexions qui restent tout de même aussi limitées via la vidéo. Le rich media, dans le fond, c'est un terme générique qui qualifie un peu toutes les innovations en termes de publicité sur Internet. Donc, ce sont des formats souvent qui vont venir se superposer, qui vont venir s'étendre sur l'écran, qui vont venir un peu interagir avec le consommateur. Ça permet donc de sortir un peu des cadres plus prédéterminés. C'est sûr que c'est des formats qui ont beaucoup plus d'impact, ça augmente l'interactivité. Par contre, souvent, il faut vraiment travailler spécifiquement avec chacun des partenaires où est-ce qu'on fait vraiment du rich media parce que souvent, il y a des problèmes de standards et de compatibilité. Et il y a le format, donc, le HTML5, qui est une nouvelle technologie responsive qui procure vraiment une expérience optimale sur l'ensemble des types d'écran. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, quand on fait du display qui est pas statique, souvent, c'est vraiment le format qu'on va privilégier, qu'on va exploiter. Donc, le HTML5, ça permet de l'autoplay. C'est compatible sur 96% des navigateurs. Ça permet des animations dynamiques et fluides. C'est pas bloqué par la majorité des adblocks. Ça permet du responsive. Vu que c'est du code, en bout de ligne, ça permet quand même un certain référencement. Au niveau du négatif, peut-être ça génère un fichier plus lourd, donc plus dur à exploiter. Le travail d'intégration est beaucoup plus complexe et plus long. Je vous dirais qu'il y a encore beaucoup de... Ça commence à être un format un petit peu mieux compris, le monde en font de plus en plus. Donc, je vous dirais aujourd'hui, peut-être versus l'année dernière, eh bien, c'est quand même peut-être moins coûteux de faire du HTML5 que l'année dernière, donc parce que les gens vont un petit peu plus vite avec tout ça, sont plus familiers avec toute cette technologie-là. Mais au global, quand même, c'est un format qui, versus peut-être du Flash, par exemple, avant, eh bien, c'est un format qui est beaucoup plus coûteux à produire des fois, donc ça peut faire en sorte qu'on est un petit peu plus restreint donc dans les possibilités vu le coût de produire du HTML5. Maintenant, au niveau du display, donc je voulais quand même vous parler, c'est juste que c'est un guideline, là, c'est pas des taux de clic, il faut pas prendre ça donc comme étant vraiment une donnée très fixe, très officielle en fait. Voici quelques taux de clics moyens. C'est sûr que ça va varier selon le secteur d'activité, selon l'endroit géographique, ça va varier selon un petit peu la création. Donc, il y a vraiment plein
d'éléments là, qui vont venir faire varier tous ces taux de clics-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent l'ILO va permettre de venir générer, donc l'ILO standard, en fait, un très bon taux de clic entre 0.10 puis 0.20. L'ILO vidéo, souvent, va peut-être générer un taux de clic un petit peu plus élevé, entre 0.25 puis 0.5. Le gratte-ciel, on redescend, on est un petit peu plus dans du 0.05% puis du 0.15%. La super bannière, on tourne vers un petit peu les mêmes taux de clic que le gratte-ciel. Et les boutons, donc entre 0.05 et 0.10%. Pour terminer donc avec le display, il y a différents partenariats aussi divers, très spécifiques qu'on peut vraiment venir négocier avec différents fournisseurs pour intégrer vraiment des formats plus personnalisés, propres aux besoins de l'annonceur. Donc, je vous mets ici un exemple de l'EPAC. Donc, Desjardins Assurance a vraiment une entente spécifique avec l'EPAC et ça s'appelle une technologie du iFrame. Le iFrame, c'est vraiment un créatif finalement qui est hébergé directement sur le site de Desjardins Assurance dans ce cas-ci, mais qui apparaît donc sur le site de l'EPAC. C'est vraiment directement un format qui est personnalisé. Donc, la personne regarde une fiche de véhicule, par exemple, dans ce cas-ci, un Audi A3. Eh bien, lorsque, dans le fond, à côté de la fiche de ce véhicule, eh bien, on a vraiment une annonce qui vient dire obtenez un prix pour l'assurance de votre, dans le fond, prochain véhicule. Donc, dans ce cas-ci, de votre Audi A3. Donc, c'est vraiment personnalisé. La personne a juste peut entrer son code postal et arrive directement, dans ce cas-ci, dans finalement, l'engin de soumission, donc, de Desjardins Assurance. Alors, c'est un peu pour vous montrer qu'on peut aussi négocier donc des formats très personnalisés avec différents partenaires pour venir vraiment répondre peut-être à ses besoins, à des besoins plus spécifiques finalement d'un annonceur. On va maintenant parler donc de vidéo. En fait, la vidéo est un média qui travaille par excellence la notoriété, surtout quand on parle de vidéo au niveau de format un petit peu plus long. Et sinon, la vidéo dans des formats plus courts peut vraiment venir travailler très adéquatement, en fait, le volet de la considération. Donc, quelques statistiques. La vidéo en ligne attire en fait plus de 27 millions en fait de web spectateurs uniques par mois. C'est une donnée au Canada. Ces utilisateurs vont consommer en moyenne en fait 1112 minutes de vidéo par mois et ça va représenter à peu près 232 vidéos par mois. Donc, on voit vraiment que d'un point de vue statistique, en fait, les consommateurs, en fait, la population est vraiment, en fait, écoute énormément le vidéo. Maintenant, lorsque l'on regarde en fait les statistiques de consultation de vidéos, mais par groupe d'âge, c'est certain que les plus jeunes sont en fait le groupe d'âge qui vont vraiment consommer le plus de vidéos. Par contre, on peut quand même voir aussi que c'est vraiment l'ensemble de la population, c'est tous les groupes d'âge qui vont souvent vraiment écouter finalement de la vidéo en ligne. Si on regarde les 55 ans et plus, en fait, c'est uniquement 33% de ce groupe d'âge-là qui n'écoutent pas du tout de vidéos en ligne. Donc, ça veut donc dire que, dans le fond, il y a 67% finalement des 55 ans et plus qui consomment de la vidéo. Peut-être qu'en termes de nombre d'heures par jour, ça va être moins élevé que les plus jeunes, mais on voit vraiment que la vidéo, c'est un média en fait qui va nous permettre quand même d'aller retrouver ou d'aller cibler l'ensemble des groupes d'âge. C'est sûr, quand on regarde les plus jeunes, donc on peut voir que leur consommation moyenne par jour est quand même très élevée. Donc, c'est aussi un média qui occupe une grande partie du quotidien là, donc, de ces consommateurs au Canada. Et la vidéo, en fait, c'est un média qui est vraiment consommé sur tous les types d'appareils, que ce soit sur desktop, que ce soit dans le fond sur par exemple un iPad, sur un téléphone intelligent, la télé connectée aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont Internet sur leur télévision, donc qui vont consommer beaucoup de vidéos en ligne. Et même sur les consoles de jeux aussi, là, c'est quand même c'est un appareil où est-ce que la vidéo va être écoutée. Les chaînes les plus populaires, ici les propriétés vidéo les plus populaires, c'est bien sûr YouTube et Facebook. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'autres propriétés qui bénéficient quand même d'une très grande popularité. Une statistique intéressante ici, le contenu versus la publicité. Ce qu'on voit, c'est que pour chaque minute de publicité, au niveau de la télé, on a 5 minutes de contenu, tandis qu'au niveau, par exemple, de YouTube, dans ce cas-ci, eh bien, on a 39 minutes de contenu.
Une tendance, en fait, qui est à surveiller, c'est vraiment, en fait, le fait qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui décident, en fait, de couper le câble pour vraiment écouter la télévision sur Internet. Donc, si on regarde, en fait, actuellement, c'est une donnée du Canada, donc il y a 76% des gens qui sont encore abonnés au câble. Donc, 23% quand même, c'est une statistique qui est relativement élevée, puis qu'avec les années a pris beaucoup d'ampleur. Donc, il y a 23% qui ne sont plus abonnés au câble, donc qui vont vraiment écouter finalement, qui vont écouter soit la télé sur, dans le fond, sur son ordinateur, sur Internet. Et en fait, cette statistique-là, ce qui est intéressant de regarder, c'est que si on regarde dans les 12 derniers mois, le nombre de personnes finalement qui ont coupé vraiment l'abonnement au câble, on voit quand même que c'est 19% qui ont décidé de couper là, finalement leur abonnement au câble au cours des 12 derniers mois. Donc, c'est certain que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et dans un an encore, eh bien, cette statistique-là va aussi augmenter encore. Lorsqu'on le regarde maintenant, l'offre de vidéos actuelle, on voit que il y a énormément de vidéos qui sont disponibles donc sur tout l'écosystème numérique qui sont plutôt du user-generated content, donc que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Dailymotion, etc. Donc, il y a énormément de gens qui eux-mêmes vont venir créer du contenu et la rendre disponible finalement sur différentes propriétés. On voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de téléchargements et de streaming. Il y a beaucoup quand même de broadcast, nouvelles séries. Puis, on voit Netflix plus spécifique, donc qui aussi offre quand même plusieurs vidéos. Un élément, une statistique intéressante, on voit que les contenus vidéo produits par des professionnels ont quand même une plus grande portée que les contenus produits par les utilisateurs, dans ce cas-ci, donc le User-Generated Content. Donc, on voit quand même que la portée au niveau vraiment des contenus peut-être plus professionnels, c'est 91%, tandis que le User-Generated Content, donc c'est plus du 80%. On peut se poser donc la question, est-ce que la vidéo fonctionne? Alors, ben, pour vous aider donc à voir un petit peu l'efficacité de ça, eh bien, dans le fond, je vous donne quelques données en lien avec le rappel publicitaire sur du 500 peb. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on voit, le rappel publicitaire, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, on pose la question à des gens pour voir s'ils se rappellent d'avoir été exposés à une publicité. Donc, dans ce cas-ci, c'est une mesure de rappel publicitaire. C'est un élément qui est très important pour venir juger un petit peu de la performance d'une campagne. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que souvent les médias de plus grande portée, les médias qui viennent travailler davantage justement les leviers de notoriété, de considération, dans ce cas-ci, vont bénéficier d'un meilleur rappel en règle générale, tandis que les médias qui sont davantage orientés action, plus dans le bas du funnel du comportement du consommateur, eh bien, dans ce cas-ci, on va être plus sur du court terme. Donc, dans ce cas-ci, le rappel publicitaire est un petit peu plus faible. Donc, peut-être pour comparer la télé à la vidéo, on voit que le rappel publicitaire en télé, qui est vraiment un média de grande portée, qui est vraiment un média de haut de funnel, dans ce cas-ci, souvent, le rappel publicitaire va être à la norme un petit peu plus vers du 47%, tandis que de la vidéo, donc dans ce cas-ci, c'est à 64%. Donc, on voit vraiment que le rappel publicitaire est souvent très bon au niveau donc du média vidéo. Alors, vraiment, est-ce que ça fonctionne? La réponse, c'est oui. La vidéo est un média qui est vraiment exploité parce que, premièrement, les gens écoutent de la vidéo. Ça fait partie des habitudes de consommation des consommateurs. Ça travaille des leviers de notoriété, de considération, donc pour venir vraiment maximiser un petit peu l'efficacité, donc la performance d'une campagne, eh bien, la vidéo peut être un moyen vraiment à considérer et on va le voir donc dans une autre séance un petit peu plus sur, par exemple, les médias sociaux. La vidéo aussi, souvent, va venir nous permettre de nous créer des audiences pour par la suite recibler les gens exposés à une vidéo. Donc, on peut se servir de ça pour venir maximiser une fréquence effective. Donc, ça peut être très intéressant de considérer la vidéo dans sa stratégie média. Toujours en lien avec la performance publicitaire de la vidéo, en fait, je vous mets ici certaines statistiques qui vont démontrer en fait dans le fond, quelques variables. L'efficacité, donc, de la web télé. Ce qui est en rouge, c'est vraiment, là, finalement, une présence vidéo au niveau de la web télé. Ce qui est en noir, c'est vraiment, donc, un court format vidéo. Dans ce cas-ci, ça peut être, par exemple, sur YouTube, sur Facebook, etc. Et ce qui est en gris, c'est l'impact au niveau d'un message commercial, donc, à la télé. Alors, on voit qu'au niveau du rappel publicitaire, eh bien, la vidéo dans de la web télé, c'est vraiment qu'est-ce qui va le mieux performer. Même en termes de
rappel à la marque aussi, c'est quelque chose là, qui semble mieux performer que les autres, dans le fond, le court format vidéo ou même la publicité, dans le fond, à la télévision. Le rappel au niveau du message aussi, puis l'appréciation aussi. Fait que dans le fond, sur tous les variables, ce qu'on voit, c'est quand même la web télé au niveau donc le placement vidéo dans de la web télé, c'est peut-être qu'est-ce qui, d'un point de vue performance, semble quand même peut-être le mieux fonctionner. Et maintenant, on peut se poser combien est-ce qu'on doit investir en vidéo. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. C'est sûr qu'il n'y a pas de réponse parfaite, pas du tout. En fait, c'est vraiment juste un guideline parce qu'il faut quand même, la vidéo n'est pas toujours une solution, ne fera pas toujours partie d'une stratégie média. Il faut vraiment, à la base, déterminer c'est quoi nos objectifs marketing, c'est quoi nos objectifs de communication, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et donc, par rapport à ça, eh bien, des fois, oui, la vidéo va être vraiment un médium à exploiter dans le cadre de sa stratégie. D'autres fois, c'est pas le cas. Mais peut-être un petit guideline, là, vraiment à prendre encore une fois avec une pincée de sel. Là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que souvent, on va investir entre 10 à 20% de l'investissement média total en médias vidéo lorsqu'on utilise de la vidéo au plan. Quand on achète en fait vraiment de la publicité, donc quand on achète du média pour venir positionner vraiment de la vidéo, eh bien on a souvent il y a les pre-rolls, les mid-rolls et les post-rolls qui peuvent être intéressants. Donc peut-être pour juste vous expliquer qu'est-ce que c'est tout ça. Donc le pre-roll, c'est vraiment la vidéo publicitaire qui va être placée avant la vidéo principale. Donc ce type de placement-là va souvent venir permettre de travailler davantage vraiment la notoriété. Le volet mid-roll, c'est une vidéo publicitaire qui va être placée entre des vidéos. Donc, ce format-là va venir avoir l'avantage de générer des très bons taux de vue parce que c'est sûr que l'utilisateur est déjà engagé. Donc, c'est un format qui est très intéressant. Et il y a le post-roll, c'est une vidéo publicitaire qui est placée à la fin d'une vidéo. Je vous dirais que bien que la vidéo n'est pas le média d'action, je vous dirais, idéal, peut-être que le post-roll, si on veut générer une action, des clics, eh bien, le post-roll est peut-être un média, peut-être un format là, donc d'achat qui va être mieux que, par exemple, du pre-roll ou du mid-roll. Peut-être une statistique ici intéressante, les consommateurs visionnent davantage de vidéos de courte durée que de vidéos de longue durée. Je vous dirais que souvent, c'est plus apprécié, c'est plus optimal en fait au niveau du numérique d'utiliser des formats de courte durée, des 15 secondes par exemple, plutôt que des 30 secondes. Donc, des 30 secondes, c'est pas très adapté au niveau du web, surtout si on est sur du Facebook, si on est sur du YouTube. Donc, on est via de l'achat, par exemple, du run of channel à travers, en programmatique ou à travers donc, différents partenariats médias, c'est mieux de venir prioriser peut-être un 15 secondes. Si on est plus sur peut-être la web télé, dans ce cas-ci, VTélé, par exemple, tout.tv, des choses comme ça, là, on peut peut-être un petit peu plus se permettre du 30 secondes. C'est un peu plus une écoute comme on le voit, comme on le fait au niveau de la télé régulière. Donc, on peut un peu plus se permettre des formats 30 secondes dans ce cas-ci. Un élément aussi, les consommateurs aiment beaucoup avoir le contrôle sur l'écoute de la vidéo en ligne. En fait, le fait d'avoir la possibilité de skipper ou non une publicité vidéo, c'est sûr que c'est un facteur qui est fort important sur la réceptivité à une vidéo sur le web. Je vous dirais que quelques statistiques ici qui proviennent d'Ipsos, les consommateurs qui écoutent une publicité qui est skippable vont être 75% plus engagés que lorsqu'ils écoutent une publicité qui est non skippable. Et lorsqu'ils ont le choix, il y a 45% des consommateurs qui vont décider de toute façon par eux-mêmes de ne pas skipper une publicité. Donc, lorsque vous avez le choix, des fois, c'est pas toujours le cas. Ça dépend vraiment toujours de quelle façon vous allez acheter, sur quel site vous allez acheter. Eh bien, lorsque c'est possible, peut-être de permettre à l'utilisateur de skipper une publicité, c'est pas mauvais. Tu sais, des fois, on a tendance à plus vouloir acheter du non-skippable parce qu'on se dit, bien, la personne n'aura pas le choix, elle va le voir. Mais sur l'appréciation, puis l'appréciation, c'est quand même un élément qui est important sur la performance d'une campagne publicitaire. Donc, ça peut avoir un effet. Alors, souvent, ben, ça peut être bien de considérer donc des achats qui sont skippables. Et maintenant, un élément qui est vraiment crucial, je vous dirais, avant, on avait vraiment une tendance à utiliser, à faire de l'achat vidéo, l'achat de médias vidéo, mais d'utiliser en termes de créatif
vraiment là, ce qu'on avait en télé. Donc, on faisait juste le mettre pour un format qui fonctionnait donc finalement sur le web et on utilisait exactement ce créatif-là, souvent 30 secondes, donc très long et vraiment pas adapté au numérique, vraiment pas adapté au placement média. Donc, je vous dirais aujourd'hui, essayez de pas faire ça. Donc, c'est sûr que des fois, on n'a pas toujours le budget pour acheter du média vidéo puis faire une production. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être dispendieux. Mais vraiment, pour être efficace, des fois, il faut se questionner. Dans ce cas-ci, si je suis pour utiliser vraiment ma publicité télé telle quelle, peut-être que vous êtes mieux de ne pas faire de vidéo du tout. Donc, vraiment, la meilleure pratique, c'est vraiment d'adapter son contenu. Pour vraiment maximiser un petit peu la performance, il faut vraiment s'adapter à l'environnement sur lequel on se retrouve. Donc, je vous donne ici sur le site du cours, vous allez pouvoir aller visionner donc 4 exemples vidéo de Desjardins Assurance Auto. Donc, dans ce cas-ci, ce sont vraiment des vidéos qui ont été créées uniquement pour le web. Alors, donc, on est reparti un petit peu des thématiques les plus écoutées sur YouTube. Par exemple, mode et beauté, tout le volet technologie, le volet musique, le volet humour. Et on a vraiment créé des vidéos pour venir contextualiser, en fait, nos achats, donc à l'environnement sur lequel le consommateur s'apprêtait à écouter une vidéo. Donc, dans ce cas-ci, bien, on avait vraiment une production qui était plus reliée à la mode et beauté, une production plus reliée à la technologie, un geek, par exemple, une production plus reliée à la musique et une autre plus reliée à l'humour. Donc, je vous invite à aller les écouter. Fait que ça, c'était vraiment de l'achat contextualisé. Donc, la personne qui s'apprêtait à écouter une vidéo de mode et beauté, par exemple, elle a été exposée au créatif mode et beauté. Une personne qui s'apprête à écouter une vidéo de plus reliée à la technologie, donc elle est exposée à cette vidéo-là. Donc, fait que c'est juste pour vous donner un peu quelques exemples, comment est-ce qu'on peut être créatif. Donc, c'est le fun d'être contextuel, donc lorsque l'on travaille le médium du vidéo, pour vraiment venir un petit peu maximiser le rappel, maximiser la performance publicitaire. Je vous dirais, c'est sûr qu'il faut faire attention au ratio création-média quand même. Pour la vidéo, on peut se permettre un petit peu plus, comme c'est plus coûteux, peut-être plus d'aller vers du 30-70%. Peut-être juste pas essayer de faire du 50-50 là, parce que ça fait en sorte que souvent, on va dépenser beaucoup d'argent et on n'aura peut-être pas beaucoup de médias. Donc, c'est important de quand même garder en tête cet aspect-là de ratio création-média aussi pour la vidéo, donc pour l'ensemble finalement des placements. Et je vous mets un exemple ici de Super Drugs. C'est vraiment une adaptation très créative, donc super adaptée pour le web. Alors vraiment une très belle exécution créative finalement pour vraiment de l'achat, par exemple, dans ce cas-ci, sur YouTube. On va maintenant voir en fait quelques possibilités plus spécifiques d'achat média donc sur YouTube. Alors, au niveau du vidéo sur YouTube, il y a un format qui s'appelle le TrueView In-Stream Ads qui est possible d'acheter. Donc, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un format de vidéo qui va venir apparaître avant, pendant ou après l'écoute d'une vidéo donc sur YouTube, ou ça peut être aussi à travers le réseau display de Google. Dans ce cas-ci, dans le fond, l'internaute peut choisir de ne pas visionner l'annonce après un délai de 5 secondes. Donc, c'est une publicité qui est skippable. Les annonces vidéo TrueView In-Stream peuvent être donc diffusées sur YouTube, mais aussi sur plusieurs sites en fait du réseau de Google. Un élément qui est intéressant ici, c'est que l'annonceur va payer uniquement lorsque l'utilisateur va regarder, dans le fond, par exemple, 30 secondes de la vidéo. Si c'est une vidéo de 15 secondes, eh bien, ça sera dans ce cas-ci son intégralité. Ou sinon, ce sera lorsqu'il interagit avec des éléments de la vidéo. Donc, ça peut être un format très intéressant. Souvent, quand on va travailler donc de la vidéo, c'est pour travailler la notoriété, la considération. Donc, le KPI qu'on peut beaucoup regarder, c'est vraiment donc le taux de complétion d'écoute d'une vidéo. Donc, pour vraiment venir maximiser les dollars, bien, c'est sûr que ce format vidéo-là peut devenir très intéressant. Un autre format, c'est le TrueView Video Discovery Ads. Dans ce cas-ci, ce format-là va permettre de venir promouvoir une vidéo aux emplacements où les utilisateurs découvrent du contenu. Donc, à côté des vidéos YouTube similaires, ça peut être suite à une recherche qu'ils effectuent sur YouTube, sur la page d'accueil YouTube pour mobile.
Donc, l'annonce va se composer en fait d'une image miniature de la vidéo qui va être accompagnée d'un texte et sa taille et son apparence peuvent justement varier en fonction bien sûr de l'emplacement de diffusion, mais en fait, dans tous les cas, les utilisateurs vont vraiment être invités à cliquer sur finalement l'image pour regarder la vidéo. Donc, ce genre finalement, ce genre de vidéo-là va être diffusé sur la page de lecture YouTube ou bien sur la page de la chaîne de l'annonceur. Puis, encore une fois, l'annonceur va payer uniquement si l'utilisateur clique sur la miniature pour vraiment visionner l'annonce. Donc, encore une fois, c'est un format qui peut vraiment être intéressant. Donc, on paye uniquement là, pour l'action, une action spécifique effectuée. Et il y a les bumper ads. Les annonces bumper ads, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des courtes annonces vidéo. Donc, les annonces vont durer, ils peuvent durer en fait jusqu'à 6 secondes. Elles sont diffusées avant, pendant ou après d'autres vidéos sur YouTube ou encore une fois sur les sites partenaires, le Google Display Network. Les utilisateurs peuvent ignorer aussi les vidéos, ça c'est skippable dans ce cas-ci. Donc, en réalité, les bumper ads, ça peut être super intéressant si, par exemple, on veut faire une stratégie de recyclage. Donc, par exemple, on expose les gens à une vidéo 15 secondes et on se dit, eh bien, on se crée une audience parmi, par exemple, tous les gens qui vont avoir visionné X% donc de notre vidéo. Par exemple, on pourrait se dire 75% de notre vidéo. Eh bien, dans ce cas-ci, on peut recibler les gens donc avec un format peut-être plus court, 5 secondes par exemple. Ça vient vraiment travailler la fréquence. Donc, ça peut être super intéressant en complément pour faire une stratégie de reciblage pour vraiment maximiser la fréquence effective auprès d'un utilisateur. Ça peut aussi être intéressant lorsqu'on l'utilise plus dans une stratégie séquentielle. Donc, une vidéo, par exemple, qui a une suite. Donc, ça pourrait, par exemple, être un petit extrait de vidéo, un petit 5 secondes. Ensuite de ça, l'utilisateur écoute une autre vidéo. Par la suite, il y a un autre petit 5 secondes qui apparaît. Donc, vraiment de l'exploiter dans le cadre d'une stratégie séquentielle, ça peut devenir très intéressant. Donc, je vous mets quelques exemples de vidéos bumper ads juste pour vous montrer un peu là, finalement, quand on est court comme ça, le genre peut-être de création qu'on peut exploiter. Puis, les bumper ads, de leur côté, vont vraiment s'acheter au CPM, donc au coût par mille. Et pour terminer, en fait, je voulais vous parler de quelques exemples, peut-être d'innovations qui utilisent la vidéo. Donc, plus spécifiquement, vous parlez du TV Sync Ads, vous parlez du Shoppable Video, puis du volet de la télé connectée. Et pourquoi, en fait, ces innovations vidéo-là, c'est sûr que le volet du multi-écran apporte beaucoup d'opportunités. Donc, pour venir vraiment capitaliser sur le fait que l'utilisateur, présentement, le consommateur, eh bien, lorsqu'il écoute la télé, bien souvent, il va utiliser un autre écran. Donc, les statistiques ici démontrent là, qu'il y a quand même 77% des consommateurs qui, au même moment qu'ils écoutent la télé, vont vraiment être sur un autre écran. Dans 49%, ça va être un mobile. Dans 34%, ça va être soit un PC ou un laptop. Donc, c'est sûr que c'est quand même un comportement qui est très présent et donc qui apporte quand même peut-être le fait qu'on est peut-être moins attentif aux annonces publicitaires à la télé, mais ça apporte d'autres opportunités là, vraiment de venir apparaître sur un autre écran. Alors, le TV Sync Ads, qu'est-ce que c'est en fait? Ça permet de vraiment venir synchroniser donc une annonce télé avec des systèmes en ligne en temps réel. Donc, qu'est-ce que ça utilise pour faire ça? C'est en réalité, c'est l'utilisation du ACR, c'est le Automated Content Recognition. Cette technologie-là, elle est basée en fait sur la synchronisation, puis ça permet vraiment de détecter quelle publicité est actuellement annoncée pour pousser du contenu publicitaire en ligne à cette même personne. Donc, c'est un peu le système sonore finalement qui est détecté. Et donc, c'est de par ce système-là, donc par l'ACR, donc on va venir pousser donc une publicité spécifique aussi à ce même auditeur. Donc, ce qui est intéressant, c'est avec le TV Sync, un annonceur peut vraiment raconter une histoire à un consommateur par le biais du multi-écran, puis par le fait même regagner son attention parce que justement, cette personne-là, eh bien, pendant l'annonce, souvent, ne sera peut-être pas attentif à l'annonce télé. Donc, ça fait en sorte qu'on peut aller plutôt miser sur le deuxième écran pour venir gagner son attention. Le deuxième écran, ça peut être le desktop, le mobile, la tablette.
Donc, fait que ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant là, à mettre de l'avant. Et le TV Sync, en réalité, présentement, Facebook n'offre pas ce genre de synchronisation-là. Par contre, un petit truc, c'est possible d'essayer de faire un petit peu un TV Sync plus manuel. Donc, une façon de faire, idéalement, on va faire ça là, plus sur une émission top show. Donc, disons qu'on a vraiment des placements publicitaires sur des émissions à très grande écoute et où est-ce que l'écoute va vraiment se faire en direct et non en différé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment venir, dans le fond, augmenter, faire peut-être un créatif spécifique, premièrement sur Facebook, et venir augmenter le poids de la publicité sur Facebook. Au niveau du ciblage, on peut donc cibler les gens qui, par exemple, vont peut-être être fans de l'émission en question. Donc, si, en fait, l'émission a une page Facebook, ou on peut regarder un petit peu c'est quoi, dans le fond, la cible des gens qui écoutent cette émission-là, puis essayer d'utiliser les critères de ciblage pour vraiment essayer finalement de venir rejoindre les auditeurs. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment, dans le fond, s'assurer d'être présent durant les moments où est-ce que l'émission va avoir lieu. Donc, d'avoir vraiment un poids plus élevé durant ces moments-là. C'est sûr qu'on n'est pas certifié comme le vrai TV Sync Ads, que c'est vraiment l'auditeur qui est exposé actuellement à la publicité. Donc, dans ce cas-ci, on essaye juste de reproduire, mais ça peut être très intéressant. Donc, moi, je l'ai testé personnellement, puis ça permet vraiment de maximiser beaucoup les conversions, de générer des coûts par conversion quand même assez bas. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant de tester. On peut faire la même stratégie donc avec le SEM, avec l'achat de mots-clés. Ce qu'on peut faire, c'est d'augmenter le bidding en développant un script sur Google qui va être vraiment relié aux heures où, dans le fond, nos publicités vont être diffusées. Dans ce cas-ci, on ne choisit pas un canal spécifique, mais on développe un script, on s'assure d'avoir vraiment tous les heures de diffusion en avance où est-ce que nos publicités vont être, dans le fond, diffusées aux écrans. Et on crée le script avec Google et finalement, ça nous permet vraiment de venir augmenter peut-être un petit peu le bidding pour s'assurer d'apparaître, donc pour maximiser le share of voice dans ce cas-ci durant les moments où est-ce que nos annonces sont à la télé. Donc, on en parlera peut-être plus en détail un petit peu dans la science sur les médias sociaux et sur le PPC. Le shoppable vidéo, en réalité, qu'est-ce que ça permet? C'est vraiment du contenu vidéo, donc qui permet à l'utilisateur de visionner le contenu, mais en interagissant avec celui-ci pour vraiment venir créer une expérience. Donc, on peut par exemple cliquer sur les produits annoncés pour voir le détail. Je vous mets un exemple ici. C'est Kate Spade qui a vraiment créé, donc, c'est des petits épisodes Miss Adventure. Et donc, c'est des courtes histoires vidéo où est-ce qu'il est vraiment possible de magasiner les items Kate Spade qui sont portés à travers les personnages dans ces petites histoires. Donc, c'est vraiment une possibilité qui peut être super intéressante. C'est très interactif. Donc, dans ce cas-ci, ça peut vraiment venir favoriser, éveiller un besoin, donc, et favoriser par la suite une action. Et la télé connectée, donc, eh bien, c'est sûr qu'on l'a vu, il y a de plus en plus de consommateurs qui vont vraiment donc utiliser une télé connectée, donc et même qui vont canceller leur service des fois, Bell, Vidéotron et ainsi de suite. Donc, la télé connectée consiste en fait en l'utilisation d'une publicité vidéo de 15 secondes à 30 secondes qui va venir apparaître dans une application avant le contenu vidéo que l'utilisateur s'apprête à écouter. Donc, c'est un petit peu les opportunités publicitaires sur ce type d'écran. C'est un excellent vecteur en fait pour venir accroître la notoriété de la marque sans venir interrompre en fait l'expérience de visualisation du consommateur. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant là, donc à réfléchir donc dans le cadre de vos stratégies numériques.